Mesdames et messieurs, bonjour. Donc ils sont grands. Silence sur le plateau. Moteur demandé. Silence sur le plateau, moteur demandé. Ça tourne? Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue pour cette 12e édition de la Cité du Luxe. La thématique cette année, c'est l'intelligence artificielle. Et vous allez en savoir plus sur la manière dont cette intelligence redéfinit l'excellence. L'excellence, c'est l'univers dont vous faites partie. Ce sont les enseignements que vous recevez. Et l'excellence, c'est la promesse de cette Cité du Luxe. Vous allez entendre des experts tout au long de cet après-midi, des experts qui ont énormément d'informations à vous communiquer, d'horizons à ouvrir. Et tout ce que vous allez entendre ici pourra vous servir à la fois en tant qu'étudiant, étudiante, à la fois en tant que professionnel en alternance et évidemment futur professionnel dans vos carrières. On est au début d'une nouvelle ère, l'ère de l'intelligence artificielle, et en quelque sorte, vous en êtes les pionniers. C'est vous qui allez évidemment relever le défi de ces IA, qui allez les prendre en main, qui allez les développer et qui allez finalement savoir vous en servir peut-être beaucoup mieux que nous, en tout cas différemment. Mais notre rôle ici, nous, en tant que pédagogues, c'est de vous éclairer. Donc cette journée va être très éclairante. Et donc nous allons vous demander d'être extrêmement attentifs, attentives, d'être silencieux, silencieuses, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à entendre. Et pour les entendre, il faut être totalement concentré. Pour ouvrir cette 12e édition de la Cité du Luxe, vous allez accueillir sous vos applaudissements votre directrice, Sandrine Poupon. Sandrine Poupon qui est à l'origine de cette Cité du Luxe, 12e année, rendez-vous compte. Chaque année, une nouvelle thématique, chaque année, de nouvelles choses à apprendre. Et aujourd'hui, cet après-midi, vous ne serez absolument pas déçus, je vous le promets. Vous allez voir, la panel d'experts est impressionnante. Autant de réseaux, autant de contacts aussi à vous procurer. Donc, profitez de chaque instant de cette cérémonie, de cette séance. Je vais laisser le mot d'introduction à Madame Poupon et nous recevrons ensuite Thomas Chenezo, qui est un expert de l'intelligence artificielle, qui dirige lui aussi un campus ici, hein. Directeur académique adjoint, pardon, à chaque fois je me trompe Thomas, et vous allez recevoir ses paroles. C'est lui aussi qui a co-organisé cette journée. Merci à toute l'équipe aussi, aussi bien sur le live que sur la sonorisation et l'organisation avec votre responsable pédagogique attaché de promotion, Isabelle Valéry, qu'on peut applaudir aussi. Et la com, l'info promo, on fera les remerciements après. Asseyez-vous s'il vous plaît. La séance commence. C'est plus intéressant qu'un film de cinéma ou qu'une série, parce que c'est la réalité et c'est à vous de vous emparer de cette réalité. Je laisse la place et le mot d'introduction à Madame Poupon. Alors, merci Ludovic pour cette très gentille et très punchy introduction. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour cet après-midi de Cité du Luxe. Donc, certains d'entre vous ont pu suivre les débats ce matin en captation, mais dans la salle, vous êtes tous nouveaux. Vous êtes tous là pour le premier temps fort de cet après-midi. Alors, petite précision sur la Cité du Luxe d'abord. C'est un événement qui a été créé en 2013 par les fondateurs de l'EIML Paris. Et l'ambition, dès le départ, ça a été d'imaginer un lieu d'échange, un lieu de rencontre entre professionnels du luxe et vous, étudiants de l'EIML. Alors, ça s'adresse plutôt au master. Ce matin, les 4e années et vous, 5e année, cet après-midi. L'idée, c'est de réfléchir, de se poser, de regarder un petit peu de quoi va être fait le futur du luxe et de sortir différent de ces conférences, de sortir stimulé, de sortir motivé, de sortir avec plein de nouvelles idées, plein de choses en tête
construire, vous tous, votre avenir qui se joue dès maintenant, vous le savez. Alors cette année, c'est la 12e édition de la Cité du de cet événement fondateur de l'EIML Paris. Et sachez que nous sommes la seule école de management de luxe à proposer ce projet, à proposer ce type d'événement pour vous, étudiants, et pour nos étudiants, notamment en master ici à l'EIML. Et puis, l'une des autres particularités de la Cité du Luxe à l'EIML, c'est qu'elle est co-créée par des étudiants. Alors cette année, ce sont des étudiantes du Club Luxe qui ne font pas de synthèse de recherche appliquée comme les autres, qui ne font pas de l'entrepreneuriat, mais qui ont créé, qui ont animé tout au long de ces mois passés, de ces derniers mois, le Club Luxe. Et elles sont particulièrement impliquées dans ce projet, et tout à l'heure, elles partageront avec vous des éléments, les fruits de leurs travaux. Cette Cité du Luxe 2024 porte sur l'intelligence artificielle. Les impacts de l'intelligence artificielle et comment aujourd'hui on va pouvoir l'utiliser dans le secteur du luxe pour redéfinir l'excellence. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est pas une option. C'est une réalité, ça fait partie de nos vies quotidiennes. Certains plus que d'autres avec ChatGPT, mais ça c'est un autre débat qu'on n'aura pas cet après-midi. En tout cas, ça impacte tous les secteurs. Ça touche aussi à la place de l'humain dans notre écosystème. Deuxièmement, l'IA a plusieurs facettes. C'est quelque chose de protéiforme. On a du mal à en définir les contours. Est-ce un outil? Est-ce une nouvelle manière de vivre? Est-ce qu'on l'utilise dans la création? Est-ce qu'on l'utilise pour être plus soutenable pour la RSE? Est-ce qu'on l'utilise dans la relation client? Bref, on doit se poser toutes ces questions. Et puis surtout, pour avoir échangé avec certains étudiants de l'EIML sur le sujet, l'IA, l'intelligence artificielle, peut faire peur. Peut faire peur parce que c'est l'inconnu. Ça peut être considéré par vous, étudiants, comme une menace. Et il faut absolument que vous fassiez de cette menace une opportunité dans vos fonctions futures, dans votre posture en général, et notamment pour le secteur du luxe. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir cet après-midi 2 tables rondes. Vous allez assister à la première, qui va porter plutôt sur la joaillerie, horlogerie. Et l'idée, c'est qu'on va faire venir, les canapés, les fauteuils ne vont pas rester vides. On va faire venir des experts qui vont partager avec vous leur expérience, leur regard sur ce sujet, et qui vont vous aider à prendre du recul et j'espère à réfléchir sur donc les impacts de l'intelligence artificielle. Ces débats vont être animés par Agathe de Menton, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Agathe est enseignante-chercheur au sein du réseau Scolae, auquel nous appartenons. Et il y aura une présentation par Thomas Chenesso en amont, en introduction, sur ce qu'est l'IA aujourd'hui, en quoi ça consiste, pour, je dirais, rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à remercier Lison Bénard, qui est notre responsable communication, Thomas, qui va intervenir dans quelques instants, Agathe, qui interviendra après, Caroline Millon, qui a travaillé avec le Club Luxe sur la préparation de cette Cité du Luxe, Béatrice Tachet, qui a accompagné le Club Luxe, Anne-Laure Chanzel et évidemment Ludovic, qui nous accompagne tout cet après-midi, et Isabelle, qui s'est chargée de toute la logistique. Donc, s'il y a un problème logistique, attention. Je remercie aussi l'équipe technique qui assure la captation et qui assure aussi le bon déroulement de cet après-midi.
Voilà, donc partage de connaissances, partage de réflexions, partage d'idées. Questions aussi, hein, vous pourrez à la fin des échanges poser les questions que vous souhaitez. Alors, soit via un QR code, soit directement dans la salle via des échanges avec notre public. Et je laisse donc à Thomas Chenezo, qui est directeur académique adjoint du réseau Scolae et spécialiste de l'intelligence artificielle. Merci Thomas. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence et puis pour l'organisation de cet événement. C'est un plaisir de se retrouver autour de cette thématique de l'intelligence artificielle. Alors le but de mon intervention, c'est de vous définir un petit peu les choses, les mots-clés qui vont revenir souvent dans les discussions qui vont avoir lieu. Voilà, bon, parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes, beaucoup de mots un petit peu techniques. Rien de très compliqué, on va rentrer dans tous ces détails. Alors, il y a ma présentation qui est en train de se mettre en place. Alors, la première chose à retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Voilà, ça a une histoire qui a plus d'un demi-siècle. Il y a des dates clés qu'il est toujours intéressant de connaître et de retenir, comme par exemple, en 1956, une conférence sur cette thématique, justement, a employé pour la première fois le mot d'intelligence artificielle. Le nom de ce rendez-vous, c'était Dortmund Summer Research Project on Artificial Intelligence. Donc 1956, c'est déjà très ancien. Et voilà, il y a eu beaucoup de cycles de recherche et d'investissement autour de cette technologie. Et on peut faire un bond en avant, parce qu'on est aussi pris par le temps. En 1989, lorsque le Français Yann Lequin, très connu, on entend souvent parler de lui, a créé le premier réseau de neurones, voilà un premier mot-clé, le premier réseau de neurones capable de reconnaître des chiffres et des lettres écrites à la main sur du papier. Donc c'était une révolution de l'époque. Et puis 10 ans plus tard, une IA baptisée Deep Blue, développée par IBM, bat Garry Kasparov, champion du monde des échecs, donc le bat sur son propre terrain de jeu. Et c'est la première fois qu'un ordinateur, finalement, dépasse l'intelligence humaine, si on peut dire cette chose de la sorte. C'est intéressant aussi de savoir qu'il y a eu des hivers de l'IA pendant 2 décennies. Sur cette période 1950-2023, les budgets et les recherches ont été gelés pendant à peu près une dizaine d'années, 8 ans, en fait par crainte de l'outil. Et beaucoup d'observateurs ont craint un nouvel hiver de l'IA sur les années 2022-2023 pour plein de raisons. De par l'explosion de ChatGPT et de la technologie qui a été déployée beaucoup plus largement. Et puis peut-être certains ont une culture autour de ça. Le directeur de OpenAI, qui développe notamment ChatGPT, a démissionné de son entreprise, puis est revenu. Et tout ça, c'est lié justement à des craintes qui étaient dans l'entreprise. Allez, on passe directement au cœur de mon intervention, à savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc, on va voir les choses d'une manière générale et globale et plutôt synthétique. Bien sûr, ça demanderait plus d'approfondissement, mais globalement, la définition du Parlement européen est celle-ci. C'est l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. On pourrait réduire l'IA dont on va parler notamment aujourd'hui à cette définition. L'IA est appliquée dans de nombreux domaines. Donc, juste pour vous les lister, bien sûr, le design, la créativité est impacté, mais également la comptabilité, la finance, la santé, la recherche, aujourd'hui est impactée par l'intelligence artificielle. Alors, comment marche cette intelligence artificielle? Elle marche à partir de développement technologique. L'apprentissage automatique ou deep learning, ce mot va être souvent utilisé par nos intervenants. Donc en fait, le deep learning égale apprentissage profond. Ça veut dire qu'une machine apprend automatiquement à partir de données à laquelle elle est connectée.
Également, le traitement naturel du langage, c'est toute la puissance de ChatGPT qui est capable, dans toutes les langues du monde, de comprendre et d'interpréter du texte et est en mesure de dialoguer notamment avec vous. Donc ça, c'est une des technologies clés qui est celle du langage naturel. Et puis, la vision par ordinateur, assez simple, c'est l'idée du tracking. Un ordinateur est capable d'analyser une image fixe ou vidéo et de déduire ce qu'on peut lui demander. Alors ceux du fond ne doivent pas très bien voir, mais j'aime bien afficher aussi ce schéma. Ça ressemble à ça, un réseau de neurones de deep learning. Vous avez un input, ça veut dire une donnée qui rentre dans l'IA. Ça peut être une demande, ça peut être une commande. Et puis l'information passe par un maillage de nœuds un petit peu complexe pour sortir en output un contenu généré. Alors il y a deux, ça c'est important à comprendre, il y a deux types d'intelligence artificielle. On a la génération de contenu et on a l'automatisation, ce qui est deux actions différentes des IA. Donc la création de contenu, l'IA générative est conçue pour créer de nouveaux contenus tels que du texte, de la vidéo, des images, mais aussi du code. L'IA est capable de coder, par exemple, un programme complexe dans tout type de langage informatique, mais également de la musique, vous savez tout ça. L'apprentissage profond, donc le deep learning, c'est un système, ces systèmes utilisent souvent des réseaux de neurones profonds pour apprendre à partir d'un grand ensemble de données. Puis la machine génère des contenus qui imitent les données d'entraînement. En fait, Midjourney, ChatGPT fonctionne sur ce type d'entraînement dans un grand volume de données. Et donc, souvent, l'intelligence artificielle générative est associée à l'innovation et la créativité. Donc, l'IA générative est associée à l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'elle peut produire des résultats uniques et inattendus qui n'existaient pas dans les données d'origine. Donc, forcément, ça stimule l'innovation et la créativité. Et puis, celle-ci, vous la déduirez assez facilement. L'IA d'automatisation des tâches, cette IA est destinée à l'automatisation qui se concentre sur l'efficacité et pour répondre à des processus répétitifs. Alors, il y en a de toutes sortes, j'en cite quelques-uns. La saisie de données, la gestion d'emails, la production de rapports, de documents ou d'actions. Et à quoi sert-elle, cette IA d'automatisation des tâches ? Elle sert directement à la productivité. En effet, l'objectif est d'augmenter la productivité et l'efficacité en réduisant le temps nécessaire à accomplir cette action et en réduisant les erreurs humaines. Alors, les deux IA, automatisation et génération, posent des problèmes d'éthique, notamment dans le secteur de l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on a la nécessité de requalifier les travailleurs, ainsi que la manière dont ces IA peuvent augmenter ou diminuer les inégalités dans la société. Hop là, je me suis trompé de slide. Alors, l'intelligence artificielle bouleverse de nombreux métiers. C'est aussi l'occasion d'en discuter aujourd'hui et de nombreux secteurs professionnels. Alors, je vous ai déjà listé, mais dans le groupe Scolae, nous avons beaucoup d'écoles sur plusieurs thématiques et l'ensemble des thématiques sont impactées. Le management, la photographie, le journalisme, la programmation, la mode, le luxe, la comptabilité, le design et j'en passe. Et qu'est-ce qui émerge ? Quelques questions émergent autour de ça et je sais que vous les posez également. Certaines compétences vont-elles devenir obsolètes ? Certains métiers ne risquent-ils pas de disparaître ? De nouveaux métiers vont-ils apparaître ? Et quid des questions de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur ? Nous aborderons tous ces points dans les discussions de cet après-midi. Alors, les défis liés à l'intelligence artificielle, c'est intéressant de quand même identifier, de les identifier tout de même. Donc, la complexité technologique. En effet, la mise en place de l'IA nécessite de nouvelles compétences. Donc, être formé sur de nouveaux usages. L'éthique, je viens de vous en parler, les décisions prises par les systèmes d'IA doivent être éthiques, transparentes, ce qui représente un véritable défi. Le problème de l'authenticité, la véracité de l'information et la production de documents. Fake news, deepfake, triche et imposture sont des défis. Et puis, la perte de savoir-faire,
dans le sens où l'acquisition de compétences implique souvent la pratique personnelle et la répétition par l'humain. Et donc, parce que c'est une condition de l'acquisition d'automatisme. Donc, si on délègue tout à l'intelligence artificielle, on a peut-être cette crainte d'une certaine perte de savoir-faire. Alors, vous voyez, c'est un sujet quand même qui est très dense et vraiment que j'aborde de manière très synthétique. Et pour pouvoir approfondir la réflexion, nous avons monté au sein du groupe un comité, un think tank sur l'intelligence artificielle, dans lequel des membres permanents et des membres extérieurs, temporaires, sont invités. Et nous nous retrouvons une fois par mois, pendant 3 heures, pour faire le point sur notamment la veille autour des actualités qui concernent l'intelligence artificielle. Alors comment justement utiliser ces outils? Quel est le cadre? Alors il n'y en a pas encore vraiment. De toute façon, un juriste abordera ces questions de manière beaucoup plus pertinente que moi. Mais sachez que très récemment, le mois dernier, non, il y a 2 mois, pardon, 1 mois et demi, la France a rejoint les 26 autres États membres qui avaient déjà ratifié un texte du Parlement européen qui s'appelle l'AI Act. Et donc, ça y est, tous les États de l'Europe se sont retrouvés autour d'un consensus pour développer une série de lois qui vont être promulguées dans les 6 mois et jusqu'en 2025, qui finalement sont vouées à cadrer les usages des IA. Alors, si ces dimensions vous intéressent, ce qui est très intéressant, c'est que sur Internet, vous avez beaucoup de documentation à retrouver que vous pouvez consulter, notamment une qui est parue le 14 février 2024 de l'Assemblée nationale, qui fait un petit peu une synthèse sur tout ça. J'en finis très rapidement sur les outils, parce que c'est important de savoir qu'il existe d'outils. Vous utilisez, je crois, pour la plupart, en tout cas, vous l'avez déjà testé, ChatGPT, mais vous avez aussi, en fait, une grande catégorie de génération de contenu, le texte, l'image et la vidéo, le code, très important, et également, je pense qu'on va en parler, ça a été abordé ce matin, le fait de simuler des personnalités. Voilà, des personas qui sont dédiés, par exemple, à un produit en particulier. Alors, il y a une veille sur Internet, sur un site qui s'appelle iExploria, où vous pouvez retrouver l'ensemble du catalogue des IA du moment. C'est un site très puissant, puisque en fait, chacune des solutions est catégorisée. Donc, vous avez réseaux sociaux, productivité, fashion, email, éducation et études. Et donc, ça permet, via ce site, je répète, prenez note, iExploria, eh bien, d'avoir une vision globale de tout ce qui est possible aujourd'hui. Alors, j'en finirai sur 2-3 points. Notez bien que la dimension de l'intelligence artificielle est très collaborative. C'est très intéressant. Beaucoup de communautés qui utilisent entre elles et se conseillent entre elles et partagent des tips d'usage. Notamment via ChatGPT, qui a ouvert une section, vous voyez peut-être sur l'image, le fait de pouvoir développer de manière communautaire des outils indépendants, mais également, peut-être certains d'entre vous l'ont pratiqué, journée, Discord. Et le fait d'être sur Discord, eh bien, ça permet d'interagir avec les autres, de voir ce qu'ils font et de se co-inspirer. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas en ce moment encore, l'ADN de l'intelligence artificielle. Alors je termine juste sur ça parce que c'est un mot qui va revenir également. Peut-être vous ne connaissez pas tout ce mot. Le prompt, le prompting, le prompt engineering. C'est la commande. Alors j'ai une définition, je vais vous la lire plus claire. Donc le prompt, c'est un mot en anglais qui désigne toute commande écrite envoyée à une intelligence artificielle spécialisée dans la génération de contenu comme du texte ou des images. En somme, il s'agit d'une instruction que l'on donne à un algorithme qui va ensuite l'interpréter et proposer un résultat. En fait, on peut concevoir le prompt comme une commande, tout simplement. Donc, le design de prompt, et je vais prochainement intervenir à l'EIML sur ces sujets, le design de prompt est très très important à maîtriser puisqu'il influe fortement sur le type, la qualité et l'orientation de la réponse que l'IA va vous donner.
Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps encore? Ouais, ok. Eh bien, j'en profite pour approfondir cette dimension de prompt, puisqu'on va rencontrer de nombreux spécialistes qui utilisent ces IA et qui donc savent prompter et promptent déjà. Donc, c'est une commande texte, mais qui doit être structurée. Notamment, quand vous demandez en fait, quelque chose à une IA, il faut structurer votre demande autour d'un contexte, d'objectifs, un format, un rôle et les étapes à suivre pour diriger votre IA. En fait, il y a différentes méthodes. Moi, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode COFFRE, donc contexte, objectif, format, rôle et étapes. L'utilisation de cette méthode, elle réduit les erreurs de fond. Ça réduit les hallucinations de l'intelligence artificielle. On parle d'hallucination quand l'IA vous génère un contenu qui déborde un petit peu de la demande initiale. Et ça arrive très souvent. Donc, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. C'est l'ingénierie du prompt. Voilà, ça demande une certaine méthodologie. Alors, pour vous aider dans ce travail-là, plein d'outils existent. Là, on a un outil très connu qui s'appelle AIPRM, qui est du Prompt Management System. C'est en fait un plugin que vous mettez sur Google Chrome. Et là, je sais qu'on ne voit pas très bien la slide, mais c'est en fait un outil qui vous permet d'écrire le mieux possible votre commande pour l'IA. Et c'est presque indispensable aujourd'hui, tellement c'est complexe de demander un contenu à une IA pour que le contenu soit pertinent. Donc, j'en finirai sur ça. Le prompt est tellement important qu'aujourd'hui, il existe des marketplaces, notamment PromptBase, qui est la plus connue, où finalement, plusieurs communautés viennent vendre et acheter des prompts pour aussi gagner du temps. Par exemple, si vous voulez obtenir ce type d'image, une sorte de sculpture en fer ou en aluminium, au lieu de perdre du temps, si vous êtes une entreprise, pour obtenir ce genre de résultat, vous pouvez acheter le prompt dédié sur ce site internet de PromptBase. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas pour cette contextualisation ultra précise qui nous éclaire sur ce qui nous attend dans quelques secondes, puisque nous allons commencer cette troisième table ronde, intelligence artificielle et joaillerie, avec les invités qui vont certainement entrer. Peut-être ont-ils oublié qu'il y avait une table ronde. On va aller les chercher. Hein. Cette table ronde sera animée par Agathe de Menton, qui va vous présenter les invités et la thématique qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie, sachant que vous aurez la possibilité à la fin de cette table ronde, et vous pouvez applaudir vos experts. Vous aurez la possibilité à la fin de cette table ronde de poser toutes vos questions. Donc merci beaucoup pour votre attention, et je laisse la parole à Madame de Menton qui va vous présenter les grandes lignes de cette thématique autour de la joaillerie. Je te donne mon micro. À toi la parole. Vous pouvez applaudir Agathe de Menton. Alors, bonjour à toutes et à tous. Cette grande journée de la Cité du Luxe. Nous avons la joie de recevoir des experts. Alors évidemment, depuis toujours, l'innovation, c'est l'un des drivers de désirabilité du luxe, comme vous le savez. Mais dans quelle mesure ce secteur doit-il utiliser cette innovation que représente l'IA et qui est en train de vraiment révolutionner notre façon de concevoir, notre façon de vivre? Comment l'IA peut-elle ouvrir des nouvelles voies pour l'industrie du luxe? Comment l'IA peut-elle participer à la compétitivité des maisons de luxe? Nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer les opportunités, les défis et les perspectives que l'IA offre à cette prestigieuse industrie du luxe, qu'il s'agisse de création, de développement durable, d'expérience client ou encore de législation. Nous allons aborder tous ces points. Et pour commencer donc sur cette table ronde de la joaillerie, je voulais vous dire que vous savez peut-être déjà que dans le secteur de la joaillerie, l'IA est très utilisée concrètement depuis plusieurs années. On trouve des marques qui par exemple un service client disponible 24 heures sur 24 grâce à des chatbots sur lesquels les clients peuvent poser des questions qui les aident à choisir
les produits, par exemple. L'IA est également utilisée par des marques pionnières pour explorer de nouvelles formes, de nouveaux matériaux, de nouveaux styles de bijoux. L'IA est aussi un bon allié pour analyser les données des réseaux sociaux, des blogs, des forums et détecter les tendances émergentes. Elle peut aider également les marques à anticiper les goûts des consommateurs, à créer des collections pertinentes ou même des bijoux très personnalisés. Il y a la marque De Beers, par exemple, qui utilise des algorithmes pour s'adapter aux préférences individuelles des consommateurs en ce qui concerne leur bague de fiançailles. L'intelligence artificielle peut également soutenir l'optimisation de la production de bijoux, on le verra tout à l'heure, en ajustant les processus de fabrication notamment. Elle permet de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité. Les marques de joaillerie se servent aussi de l'IA pour générer du contenu pour leurs campagnes publicitaires, pour leur site web, les médias sociaux et raconter des histoires absolument captivantes autour de leur création. Bref, l'intelligence artificielle, comme vous l'avez compris, est déjà un outil essentiel dans le secteur de la joaillerie. Et pour nous ouvrir encore davantage les chakras en la matière, nous avons le privilège et l'immense plaisir d'accueillir en ce début d'après-midi des experts du sujet. Ils vont partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs visions concernant la manière dont l'IA peut transformer la vie des entreprises dans le secteur de la joaillerie. Merci beaucoup déjà d'être présent parmi nous. Alors, je vais vous présenter nos différents interlocuteurs. Pour commencer, Amine Messaoudi, bonjour. Vous avez fondé, vous dirigez l'atelier 1000 Or, au sein duquel vous créez de la joaillerie d'exception sur mesure, notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle, et vous nous raconterez comment. Alexis Blaise, bonjour. Vous avez fondé, vous dirigez la société 58 Facettes, qui est une marketplace spécialisée dans la joaillerie de seconde main. Ensuite, nous avons Yvon Ngombe, bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle et du droit du numérique. Et on parlera de questions importantes, évidemment, qu'on ne peut pas contourner quand on parle d'intelligence artificielle. Olivier Gézéquel, bonjour. Vous avez monté et vous dirigez le bureau parisien de la société londonienne LGA Management, qui est une agence qui représente des artistes photographes pour le monde de la publicité dans le luxe en particulier. Frédéric Montrésor, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Bleu Reflet, qui est une appli que vous avez créée en 2021 et qui permet d'essayer des bijoux en ligne. Et puis, Jean-Jacques Gay, bonjour. Vous êtes docteur, enseignant-chercheur. Vous êtes membre du laboratoire Situ de l'Université Paris 8. Et vous animez en particulier des projets de recherche en école d'art. Et vous êtes également directeur artistique d'événements culturels. Je vous remercie infiniment à tous les 6 d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de créativité parce que c'est quand même un des principaux atouts de l'intelligence artificielle. Et peut-être que, Amine, vous êtes bien placé pour parler de l'intelligence artificielle dans la création puisque vous créez vraiment des bijoux à partir de l'intelligence artificielle. Alors, comment l'intelligence artificielle peut accompagner les créatifs, les designers ou encore même les artisans dans le secteur de la joaillerie? Alors bonjour, merci pour la présentation. Du coup, nous, chez Atelier 1000 Or, on utilise deux AI spécifiques qui sont Midjourney et DALL-E pour faire de la création de design. Et ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir présenter en moins d'1 heure une dizaine de designs aux clients à partir d'une idée. Donc c'est assez rapide et c'est des designs qui sont totalement assez innovants aussi. On en présente beaucoup sur les réseaux sociaux et on a un stock disponible de plus de 1000 images, 2000 designs qu'on a réalisés en un mois. Du coup, on est assez, ça nous ouvre des portes assez en question rapidité. 1000 Or, vous l'avez créé sur cette base-là ou ça existait déjà avant l'intelligence artificielle? 1000 Or, ça existait avant l'intelligence artificielle. On travaille pour la place Vendôme, on fait beaucoup de bijoux pour la place Vendôme, pour les grandes maisons. Et on fait aussi du bijou pour les particuliers, de la pièce unique et sur mesure. Et finalement, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que c'est une histoire d'inspiration, de créativité ou juste une histoire de gain de temps? Au niveau de l'inspiration, c'est vrai que ça a beaucoup changé aussi. Ça nous donne des idées assez vraiment innovantes quoi, auxquelles on n'aurait jamais pensé nous-mêmes. C'est aussi un gain de temps, forcément. Et on utilise aussi l'IA pour d'autres choses. Dans notre atelier, on l'utilise aussi pour optimiser notre flux de production, par exemple.
Comment ça se passe concrètement alors? Alors, on a créé un GPT spécial. Maintenant, sur ChatGPT, on peut créer des espèces d'applications. Ça s'appelle les GPT. Et c'est spécialisé dans les tâches qu'on veut leur donner. Et là, j'en ai créé 3 différentes. Il y en a une qui s'appelle le Workshop Planner, qui nous permet d'optimiser donc du coup le flux de production en temps réel. C'est-à-dire que quand on a un nouveau projet qui s'intègre à tous nos projets en cours, il l'intègre dans le flux et ça nous permet de respecter les délais totalement. On a mis les ressources qu'on a, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, les ouvriers, on a les produits, on a les clients à l'intérieur, avec des codes clients, parce que, encore une fois, le problème avec ce genre d'IA, c'est qu'on doit essayer d'être assez anonyme sur le nom des clients, parce qu'on ne sait pas trop comment c'est géré après par ChatGPT ou par OpenAI. Du coup, on crée des codes clients, on a juste les codes clients et les produits. Vous savez de qui il s'agit voilà, quand même. nous, on sait de qui il s'agit, mais juste en interne, on le sait. D'accord. Ça ne va pas sur Internet, quoi, ça ne va pas sur OpenAI. Et on travaille comme ça. Mais vous avez un GPT interne? C'est un GPT qui Est-ce que vous utilisez que vos données? C'est que nos données, ouais. C'est interne, quoi. C'est juste nous qui pouvons l'utiliser, celui-là. Ça veut dire que votre équipe a été formée à l'intelligence artificielle? Comment ça se passe? Ouais, on a nos ouvriers qui sont formés aussi à l'intelligence artificielle. On leur explique comment ça fonctionne, les bases, quoi. Après, c'est moi qui gère tout le reste, qui nourrit le GPT, c'est moi qui le fais. Eux, ils demandent un temps, on a un deuxième GPT qui s'appelle Professeur Joaillerie pour nos apprentis, par exemple, qu'on a nourri avec toutes les connaissances qu'on a de la joaillerie, le certi, les limes, tous les outils. Et les alternants et les nouveaux venants, ils peuvent demander des renseignements à ce professeur joaillerie pour dire comment on ferait pour faire ce bijou, quoi. Comment la production se passerait. Alors, au niveau de la créativité d'un nouveau produit, d'un nouveau bijou, donc vous utilisez beaucoup l'intelligence artificielle, on a compris. Est-ce qu'il y a un souci qui peut apparaître dans le fait que finalement ce que propose l'intelligence artificielle n'est pas faisable? Ouais, ça arrive souvent qu'il y ait des bijoux qui ne sont pas réalisables, mais comme on a beaucoup d'expérience dans la joaillerie, ça fait 20 ans qu'on en fait, on sait ce qui est faisable ou pas et on élimine ce qui n'est pas réalisable, quoi. Du coup, on garde que ce qui est réalisable. Donc il y a l'humain qui réintervient à un moment donné? C'est sûr, c'est ça. À quelle étape? Après combien de prompts ou d'essais ou d'images? Aujourd'hui, ça va assez vite. Il y a 6-8 mois, c'était beaucoup plus compliqué. Les IA mid-journée étaient beaucoup moins évoluées. On avait des images pas claires, assez floues, avec des trucs totalement incohérents. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus. Ça va vite, quoi. Maintenant, on fait un prompt sur les 4 designs proposés. Sur Midjourney, on nous propose 4 designs. C'est sûr qu'il y en a 3 qui sont nickel, quoi. Comment vous faites pour choisir alors après? Après, c'est une question du client. Après, on peut utiliser. On les affine, on fait plein de choses. Parce que vous avez au départ un brief d'un client. C'est ça. C'est ça. En fait, oui, ce que vous me racontiez quand on a préparé la table ronde, c'est que vous travaillez beaucoup pour des grandes maisons. Oui, les grandes maisons. Et donc sur la base d'un brief. Mais vous imaginez quand même pour eux. Là, pour les grandes maisons, on est plus sur la production. On n'imagine pas trop de bijoux pour la grande maison. Nous, c'est surtout pour nos clients particuliers qu'on fait pour le sur-mesure, justement, qu'on utilise l'IA du design. Et après, dans le processus de fabrication, vous me racontiez que vous utilisiez encore un peu d'intelligence artificielle, non? C'est ça, le flux de production, justement. Et pour produire des prototypes en 3 dimensions, non? A priori, ce que je vous disais justement, c'est qu'on aimerait, dans le futur, pouvoir avoir ces designs et qui soient réalisables en prototypage rapide. C'est comme ça qu'on travaille en joaillerie. On fait un prototypage rapide en cire. Et cette cire, on fait une fonte à cire perdue. Et la cire fond et on met du métal à la place. Et ça fait le bijou directement et après on le travaille à la main. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que les designs qu'on crée sur Midjourney, qu'on puisse après en faire des CAO, des solides en 3D, quoi, et qu'on puisse directement les imprimer, quoi. Et c'est en train d'arriver. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on pourra faire ça. Ça veut dire que vous vous formez aussi régulièrement, vous êtes sur de la veille pour savoir comment évolue l'intelligence artificielle? Tout le temps, ça évolue tellement vite en plus qu'il y a tout le temps des nouvelles intelligences artificielles.
Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, il n'y aura plus besoin tellement d'humains, que finalement, la part de l'humain sera très minime? C'est une question difficile, je sais pas. Je dirais que l'humain, là, il reste toujours important pour savoir parler à l'IA. En fait, il y a beaucoup de. C'est un peu un art de parler à l'IA, quoi. Pour les prompts, les choses. Après, je sais pas trop. Je saurais pas dire vraiment pour. Alors, juste, j'ai une dernière question pour vous. Ok. Justement, vous utilisez donc une IA qui est interne, avec vos propres images. Enfin, vous parliez quand même de Midjourney. Donc là, vous utilisez des images publiques? Non, bah, c'est Non, pas c'est aussi. public. On a un abonnement spécifique D'accord. qui s'appelle Stealth Images. C'est des images cachées. Du coup, qu'on n'utilise que nous, quoi. Et Il n'y a que nous est-ce qui avons le visuel de ça. D'accord. Et à un moment donné, l'intelligence artificielle, elle tourne pas un peu en rond, elle vous crée pas un peu toujours la même chose puisque ça tourne sur les mêmes images? Ça peut, il faut savoir changer les prompts. En vrai, on peut avoir on peut aussi s'inspirer d'artistes ou de choses. Après, c'est un aspect juridique qui est. Ah ben, on en On parlera. verra sûrement avec monsieur, ouais, mais. Non, ouais, on peut avoir un large éventail avant de pouvoir avoir des répétitions. D'accord. Alors Olivier Gézequel aussi, comme vous êtes agent d'artiste photographe, vous me disiez aussi en préparant cette table ronde que le monde de la photographie est en train de changer grâce à l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire que les photographes vont disparaître. Comment vous utilisez en termes de créativité l'intelligence artificielle dans la photographie, dans ce monde-là? Bon, vous me dites si vous ne m'entendez pas. À l'heure, moi j'arrive en fin de parcours, hein. On crée des campagnes de pub, donc on est vraiment dans l'image. À l'heure actuelle, moi mes clients utilisent un peu l'IA pour faire des maquettes. Ils ne l'utilisent pas encore nécessairement pour faire des produits, des campagnes finies. Il y a une vraie question juridique qui se met en place parce qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, l'IA va chercher des éléments d'images déjà existantes, donc qui appartiennent, il y a une propriété intellectuelle qui appartient à quelqu'un. Et moi, ce que je remarque, alors je travaille dans plein de domaines différents, pour revenir sur le sujet qui est là, la joaillerie, horlogerie, etc. Il y a quand même un gros côté confidentialité avec mes clients où on fait très attention à ne pas divulguer les nouveaux prototypes qui vont sortir, les produits qui vont sortir, parce que c'est très concurrentiel. Donc les plateformes IA, en fait, comme vous l'avez aussi mentionné, on ne sait pas vraiment où ça va, à qui c'est donné, comment sont traitées les infos. Et en fait, OpenAI, c'est très opaque sur savoir comment les données sont gérées. Est-ce que vous pouvez juste parler bien dans le micro comme ça et un peu Ouais. plus fort, s'il vous plaît? Oui, vous me dites. Au fond, vous m'entendez ou pas? Ouais. Bon, magnifique. Est-ce que je répète tout? Non. Mais en gros, ce que je disais, c'est que y a des problèmes juridiques qui se mettent en place parce que l'IA va chercher, en tout cas en création d'images. Alors moi, j'opère sur la photo et aussi sur le film. Ça va chercher des bouts de films ou de photos déjà existantes. Donc il y a des vrais soucis juridiques. Donc les clients ne sont pas très frileux, en tout cas au très haut niveau, à utiliser ça. Et il y a un autre effet qui se met en place et que moi je vois, c'est que vu que la technologie est disponible et qu'on est dans une industrie qui vend du rêve et de l'unique et du savoir-faire main, ils sont aussi assez frileux de communiquer en IA parce qu'ils vendent des produits très chers qui ont été façonnés à la main et ça fait partie de leur ADN de marque depuis des années. Et comment dire, on va acheter un collier, je ne sais combien de centaines de milliers d'euros parce que quelqu'un a travaillé dans un atelier à la main pour le façonner et faire une image IA qui va vendre ce concept-là. Il y a déjà un paradoxe dans la démarche. Ça, c'est un axe de réflexion qui moi, m'impacte au quotidien. Et puis, il y a un deuxième axe qui est, quand on est une très grande maison de joaillerie ou d'horlogerie, pourquoi utiliser l'IA alors que n'importe quelle start-up va pouvoir l'utiliser? Pourquoi avoir le même niveau d'image que n'importe quel de mes concurrents qui n'a pas mes moyens et mon positionnement sur le marché? Donc, il y a tous ces éléments-là qui se mettent en place. Et en plus, on peut rajouter une couche on va chercher des artistes avec des grands noms et associer notre image de marque à ces grands artistes. Et ce n'est pas simplement à un nom, c'est à une démarche artistique qui a eu lieu pendant des années et des années. Et donc, tout ce prisme-là fait que l'IA, à mon niveau en tout cas, est un outil qui est intéressant, qui peut pousser les limites de l'imagerie,
mais qui, à mon sens, ne va pas révolutionner le marché comme certaines personnes peuvent le dire. Parce qu'elle a ses limites. Dans le secteur de la joaillerie de luxe. Et pas que, mais bon, voilà. Mais dans joaillerie de luxe et en horlogerie, oui, parce que et encore une fois, c'est extrêmement confidentiel. Il y a une grosse concurrence. Et le temps de recherche et développement sur une montre, c'est 2-3 ans. Sur des bijoux, vous êtes plus expert que moi, mais c'est encore plus. La concurrence ne doit pas avoir vent des sorties produits avant que la marque puisse s'approprier son design. En mode, c'est un petit peu moins le cas, parce qu'on a une saisonnalité plus courte, il y a des turnovers plus rapides, etc. En joaillerie, et puis on parle, c'est des gros sous, donc c'est un énorme business, on ne peut pas se permettre une erreur de confidentialité. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même envie de pousser l'intelligence artificielle auprès des grandes maisons pour justement tout ce que vous faites en termes de photographie pour la publicité, ou vous êtes du même avis qu'à un moment donné, il faut finalement rester sur la main de l'homme et se déplacer et faire des shootings avec des grands photographes Alors moi je vis grâce à l'appareil photo et la caméra digitale. Donc mon cœur de business et mon métier est dépendant d'une évolution technologique. Donc je ne vais pas me dire l'IA, il faut absolument dire non. Ça va être un outil. Après, l'appareil photo et la caméra n'a pas tué la peinture, n'a pas tué l'illustration. Donc il faut le prendre comme une nouvelle corde à son arc. Il ne faut pas être hostile à cette évolution technologique qui va nous apporter quelque chose d'intéressant. Mais il faut aussi la prendre avec un regard critique, intelligent, éclairé, se dire est-ce que c'est dans le meilleur intérêt d'une très grande marque que d'utiliser l'IA pour sa communication et sa production de visuels? À l'heure actuelle, j'en suis pas sûr. Parce que ça va générer des images un petit peu bof, pas très intéressantes. Et en termes dans une société où l'image est omniprésente et on est sollicité en permanence, si vous n'arrivez pas à trouver une image qui vous rend unique et qui va générer de l'émotion, parce qu'il y a un élément émotionnel dans les produits qu'on achète. Quand on achète une montre, un bijou, etc., il y a cette part d'émotion qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ça, il faut le véhiculer à travers des images qui sont fortes. Et qui, à mon sens, l'IA, pour l'instant, n'en est pas là. ça ne veut pas dire que vous ne l'utilisez pas du tout, enfin que les photographes ne l'utilisent pas du tout. Non, Parce que les campagnes publicitaires, on sait que il y a des photos, mais après c'est retravaillé. Est-ce que dans votre milieu, l'intelligence artificielle participe un petit peu plus à ce retravail derrière pour la finalisation? Alors pour la finalisation, non. Pour pousser les concepts, oui. Et puis il y a des outils. Alors c'est assez incroyable parce que tous les mois, il y a un nouvel outil. Il y a des outils Photoshop qui permettent de pousser un peu les images. Donc oui, c'est utilisé. Après, c'est pas systématique. Ce que je remarque de mes expériences passées, alors récentes par rapport à l'IA, c'est que c'est souvent utilisé pour des déclinaisons. Ça veut dire qu'il y a le première image qui a été shootée par un artiste avec un point de vue, et là où il faut adapter de marchés différents avec des typos, des choses un peu différentes sur le produit, sans repasser par un truc de retouche. On va passer par une IA qui, elle, va appliquer en fait des données et qui va le faire très bien. Donc, si la question c'est est-ce que ça nous aide à finaliser les campagnes, ça nous aide à les décliner de manière un peu plus juste et un peu plus rapide, en évitant l'erreur humaine, mais toujours sur une base d'unique et d'humain et d'artistique. Donc on a l'impression qu'on peut tous être un peu photographe, etc. Finalement, on est encore loin, on en parlait ce matin. On se dit avec l'intelligence artificielle, on va être tous des créatifs. On en est loin pour la photographie notamment. On est tous déjà des photographes, vous êtes tous et toutes des photographes, vous avez un téléphone, vous avez une caméra. Ça ne veut pas dire que vous faites des photos nécessairement très intéressantes, je suis désolé. La démarche artistique, c'est une obsession. C'est-à-dire que quand on est artiste, quand on est photographe, réalisateur, c'est un mode de vie, c'est un point de vue sur la vie, c'est des émotions qu'on véhicule et ça passe par les obsessions. Et honnêtement, on peut faire une très jolie photo avec un smartphone et avec un appareil photo. Est-ce que ça fait de nous un photographe je ne suis pas certain. Mais avec l'aide de l'intelligence artificielle, non? Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, peut-être. Et en fait, je pense que les bons prompt engineers, je ne sais pas quel sera le terme qui sera retenu, seront ceux qui ont l'obsession nécessaire pour tirer la moelle de ce que l'IA a donné. On a tous un téléphone, ma mère a un téléphone, photo absolument horrible, et pourtant on a tous les mêmes algorithmes sur notre iPhone. Donc c'est pas nécessairement l'outil qui fait l'artiste, quoi.
que vous en pensez, Jean-Jacques Gay, parce que justement, vous êtes dans le monde de l'art. Voilà. Bonjour à tous, à toutes. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est la fin de l'image indicielle. En fait, l'IA, mais c'est un nouvel appareil photo, tu l'as très bien dit. C'est une nouvelle palette, comme le peintre a une palette, le photographe a une palette comme le peintre, et la personne qui a l'IA aujourd'hui a une palette comme le photographe, comme le peintre. Et donc il faut apprendre à maîtriser cette palette pour faire acte de création. Mais de toute façon, c'est toujours l'homme qui va faire acte de création. Donc voilà. Comment vous utilisez justement, ou vous apprenez à vos étudiants à utiliser l'intelligence artificielle de manière pertinente, sachant que vos étudiants sont plutôt artistes justement, plus ou moins, hein, Alors non, ils sont universitaires, ils ne sont pas sont- forcément artistes, mais par contre, Oui, je travaille avec beaucoup d'artistes en tant que critique d'art et curateur. Et il y a plusieurs exemples que je pourrais citer. Moi, j'étais au Contemporaine à Nîmes, et Hugo Laporte a fait un travail assez intéressant avec l'IA, où il a fait des objets artistiques qui n'existent pas, et il va générer une chasse au trésor dans Nîmes. Donc ça vient dire qu'est-ce que c'est un objet artistique, un trésor, puisqu'on parle de trésor, là, on parle d'orfèvrerie, on parle de trésor, donc qu'est-ce que c'est un trésor? Donc Grégory Chatonsky, par contre, au lieu de dire IA, il dit ou intelligence artistique ou imagination artificielle. Il parle de ça pour parler du travail des créateurs par rapport à ces outils-là. Et donc, on peut penser que l'IA, c'est un peu comme, j'y pensais tout à l'heure dans le train, c'est un peu comme dans le Faucon Maltèche. Vous connaissez ce film de 1941, et tout le monde cherche ce faucon, et après, à un moment, on dit, et en quoi il est ce faucon? On pense que c'est de l'or et tout. Et il dit, c'est ce dont les rêves des hommes sont faits. Et l'IA, c'est un peu ça, c'est ce dont les rêves des hommes sont faits. Donc, on est dans un de fantasme, de l'outil, un peu comme philosophale, qui va permettre de faire l'œuvre totale. C'est un peu une chose de l'esprit, comme disait Léonard de Vinci, la peinture, c'est la chose mentale, la cosa mentale. Quand vous dites on est dans le fantasme, vous parlez du grand public, de moi, de ceux qui s'y connaissent pas trop, j'imagine. Je pense que finalement, ceux qui s'y connaissent sont aussi dans cette idée de rechercher quelque chose qui va. Mais c'est un outil, comme les gens ont découvert la photographie à la fin du 19e siècle, et ils reconnaissaient une rue, et ce côté image indicielle faisait qu'ils adhéraient à l'idée de la photographie. Aujourd'hui, l'IA, c'est une disréalité qui est, et c'est ce rêve-là, ce rêve artistique de cette disréalité, et c'est là-dessus qu'on parle. Alors, de joaillerie et d'orfèvrerie, qu'est-ce que ça peut nous amener? Eh ben, ça peut nous amener des idées peut-être qu'on n'a pas eues forcément, mais je pense que on en parlait tout à l'heure, et puis quelqu'un a cité ça tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on donne aussi à manger à l'IA? Les croquis de départ, les idées de départ, et comment après l'IA va manipuler cette idée de départ. Donc on en revient au départ, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des notions artistiques ou de créativité ou être designer pour pouvoir utiliser à bon escient l'intelligence comme pour faire artificielle la dans photo, créativité. il faut avoir des notions de photographie. Vous avez un exemple, je crois, vous avez travaillé pour la joaillerie. Vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez utilisé l'intelligence artificielle Alors, pour j'ai ce travaillé projet? avec la joaillerie avec un artiste italo-français. Mais je voulais vous parler d'autre chose. On a parlé de ça, mais dans un projet qu'on a fait avec Maurice Benayoun qui s'appelle La valeur des valeurs. C'est un projet du neurodesign. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on met un casque, et puis on nous montre des choses. Alors on nous montre, il faut mettre un point dans un rond, et il faut qu'on fasse remonter un point. Et donc on fait un étalonnage du cerveau, et après on montre un mot, une valeur. Il y a 42 valeurs, une valeur, et on va imaginer la forme qu'on va trouver à cette valeur. C'est là où je voulais tout à l'heure en parler de forme par rapport aux bagues, par rapport aux bijoux. Et on va parler, c'est un travail épigénétique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'a travaillé celui d'avant.
Donc, on ne crée pas quelque chose d'un coup comme ça, mais on travaille là-dessus. Et on fait, donc, mentalement, on va donner vie à une forme. Et cette forme-là, on en devient propriétaire. Et cette forme-là, on peut en faire en 3D, on peut en faire une sculpture en 3D. Comme si vous aviez une bague, et puis on fait une bague en 3D. Mais ce qui est important, donc, c'est qu'on commence pas, on fait pas, on parle pas de rien, on parle de ce que les autres ont pensé de cette valeur-là. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'on peut en faire un objet en 3D. Donc, tout ça nous montre qu'on peut être nous-mêmes. Vous parliez de est-ce qu'on peut être photographe, est-ce qu'on peut être créateur. On est créateur de cette forme, mais l'artiste est créateur de la machine qui a fait cette forme. Donc, c'est une collaboration. Et je pense qu'avec l'IA, c'est une collaboration en fait qu'on a. Alors, Créateur, hein. Excusez-moi. Oui, en tant que créateur. On a parlé de créativité. On peut parler aussi, avec l'intelligence artificielle dans la joaillerie, d'expérience client notamment. Peut-être Frédéric, vous pouvez nous raconter rapidement ce que c'est que Bleu Reflet. Pardon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, Bleu Reflet, en fait, c'est comment utiliser l'IA à votre service. C'est-à-dire que vous êtes tous dans des grandes maisons joaillières et souvent vous avez des clients qui sont en ligne et qui ont un besoin pour concrétiser leur achat de pouvoir essayer en étant de chez eux. Et ben avec en fait Bleu Reflet, c'est possible maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont sur la fiche produit de l'article, donc une bague, qu'importe. Ils cliquent juste sur le bouton essayer, le pop-up s'ouvre, vous mettez soit votre main, soit votre poignet, soit votre visage, et vous voyez directement l'article sur vous. Donc ça permet bien sûr de pouvoir échanger sur les réseaux sociaux, de pouvoir partager avec les siens en se disant est-ce que ça me va pas, et surtout ça évite tout ce qui est retour client, puisque quand il y a insatisfaction parce que justement on a reçu quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qu'on fait des retours, pour l'empreinte carbone c'était déjà négatif, mais par rapport au client aussi. Et là on peut complètement aussi mettre en fait le client en immersion. C'est pas parce qu'il n'est pas dans la boutique qu'il ne peut pas avoir l'univers de la boutique chez lui. Donc il peut être complètement en immersion bien qu'il est pourtant chez lui. Voilà. Vos clients, ce sont donc des bijoutiers, oui. Voilà, des entreprises qui vendent des bijoux, ce ne sont pas les particuliers. Non, mais donc, vous me racontiez, ils ont soit en ligne, soit une tablette dans la boutique avec cette appli-là et qui permet au client final de voir ce que ça donne sur sa main. Donc, c'est de la reconnaissance de main, de la reconnaissance d'oreille, de yeux, etc. Alors, nous, on utilise, même si on utilise ChatGPT, mais c'est pour un autre domaine, c'est pour tout ce qui est étiquetage, en effet, des images, puisqu'il faut nourrir l'IA, puisque nous, on est plutôt sur du computer vision, qui est en fait de l'IA qui reconnaît les différentes parties de votre corps. Donc nous, on a vraiment travaillé là-dessus. On a 2 brevets parce que au-delà, on n'utilise pas de la 3D, puisque la plupart du temps, et je pense que certains d'entre vous ont dit, mais ça existe déjà, j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Non, parce que la plupart, c'est de la 3D. Et quand on a fait justement cette expertise au niveau des joailliers, la 3D ne rend pas tout à fait le bijou. Il fait une interprétation, mais au niveau de la transparence, des impuretés qu'on va trouver au niveau des pierres précieuses et qui font justement la qualité d'un bijou, on ne pourra pas le rendre en 3D. En revanche, quand on a justement, comme nous, notre ingénierie photographique pour pouvoir rendre le bijou tel qu'il est, et vos clients, quand ils auront essayé le bijou, la montre, le collier, le bracelet, ils ne seront pas déçus quand ils le recevront après chez eux. Et ça veut dire qu'il faut combien de photos pour photographier le bijou, pour le mettre sur... Alors, je dirais énormément de photos. Je ne vais pas dire le nombre exact, mais énormément de photos. Nous, on est vraiment sur le côté réaliste. Et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de photos que ce n'est pas léger. C'est vraiment très rapide. On a vraiment optimisé pour que ça puisse fonctionner en 4G et que vraiment la personne ait vraiment cette expérience globale, puisque nous, on est vraiment au service des joailliers pour que vraiment l'expérience soit faire un effet waouh et que la personne a ce chose, quand elle ferme le pop-up, elle est directement le panier et qu'elle clique pour mettre dans le panier. Voilà. Et ce n'est pas un filtre comme on peut le trouver dans la beauté pour le maquillage, par exemple. Exactement, ce n'est pas du tout un filtre. C'est pas un filtre, donc c'est plus réaliste. Vraiment, par exemple, quand on essaye une bague, on peut faire ça, on la voit de tous les sens, donc ce n'est pas un filtre. Et on voit vraiment sa main.
Oui, et on voit en même temps sa main. D'accord. Est-ce que, donc vous, c'est une entreprise toute récente. Vous m'avez dit que vous aviez déjà quelques clients, des gros clients. Est-ce que vous sentez qu'il y a une effervescence autour de ce sujet, que quand vous allez démarcher les bijoutiers, oui, ça commence à prendre? Oui, ça commence. C'est vrai que on voit qu'il y a plus, en tout cas, d'appétence à l'étranger, mais c'est souvent le cas, parce qu'on a fait plusieurs salons depuis le début d'année. Dont celui d'Abu Dhabi, où forcément le Moyen-Orient est plus attiré par ce système-là. Par contre, en revanche, ça commence à arriver en France. Là, enfin, le salon prochain, il y a un salon d'horlogerie en Suisse la semaine prochaine, on y sera. Donc oui, ça commence petit à petit. On est quand même, je dirais, en France sur dès qu'on parle de digital sur des grandes marques, elles ont du mal. Et c'est pour ça que je dis très bien que c'est un complément. Ce n'est pas, on remplace absolument rien, puisque nous, on incite à aller en magasin. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est la mort des boutiques? Pas du tout, pas du tout. Justement, il y a 80% des clients qui commencent, en tout cas, leurs achats en ligne. Et après, les finissent en magasin. Si vous arrivez déjà à les satisfaire sur leur choix en se disant « Ah, mais c'est exactement ce qu'il me faut », ils vont beaucoup plus aller en magasin. En revanche, si déjà ils sont insatisfaits en ligne, forcément, ils n'iront pas en magasin. Donc, c'est inciter même le client à aller en magasin. Et si on est en magasin, par exemple, on n'a pas justement le stock ou on n'a pas la bonne taille, et ben grâce justement à Bleu Reflet, on peut faire essayer au client et le client repart quand même satisfait puisqu'il a essayé et il peut commander après la pièce. La pièce, d'accord. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas en boutique, on a juste le catalogue, enfin avec les images. On peut se rendre compte de ce que ça donne sur soi et commander sur place. Exactement. Ça accélère les ventes. Ça accélère les ventes, ça accélère la satisfaction client. On est vraiment là pour être au service des marques, pour que en fait, il y ait vraiment, le client se sent bien à tout point je dirais, du parcours client. Alors, on a une autre expérience aussi, c'est l'entreprise 58 facettes, Alexis Blaise. Là aussi, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de l'expérientiel. Vous avez donc monté cette entreprise qui permet de vendre de la joaillerie de seconde main en ligne. On connaît déjà ça, mais vous, c'est quoi la différence avec ce qui existe déjà ? Bonjour, effectivement, alors donc nous on est 58 facettes, une marketplace qui est spécialisée sur la joaillerie de seconde main. Je ne sais pas si on m'entend bien. Approchez bien le micro. Nous, ce qui est différent de notre approche en fait sur la seconde main, c'est que le premier problème à résoudre, c'est la notion de prix sur le bijou de seconde main. En fait, tout le monde porte des bijoux, mais on ne sait pas nécessairement leur valeur. Il y a des grands modèles de bijoux signés de grandes marques sur lesquels on a l'accès au prix puisqu'on les voit en boutique ou en ligne. Donc on a le prix du neuf. Mais après, premièrement, on ne sait pas forcément ce que ça vaut sur le marché de la seconde main. Et après, il y a les 80% restants de bijoux qui existent dans le monde et qui sont non signés de grandes maisons. Et donc, il y a autant de déclinaisons en fait, de bijoux qui existent et dont la valeur dépend de plein de caractéristiques de l'or, des pierres précieuses, etc. Et en fonction de leur époque, de la façon, etc., peuvent avoir des prix extrêmement différents, au même titre que les pierres peuvent donner des prix extrêmement différents. Et donc, l'IA, pour nous, ça a été un moyen de proposer une solution à ce problème du prix et du positionnement prix. Comment vous savez que vous vendez au bon prix et comment vous savez que vous achetez au bon prix. Et grâce à l'IA, on a sorti un outil d'estimation en ligne instantané qui vous donne le vrai prix des bijoux sur le marché de la seconde main en fonction de leurs caractéristiques et aussi en fonction de leur style. Donc il y a aussi une capacité d'analyse de la photo avec des technologies de computer vision qui vont permettre de sortir le vrai prix et donc de ne pas se faire arnaquer, entre guillemets. Si vous allez dans un comptoir d'or quelque part en ville, on va vous dire ça vaut tant, mais en fait, c'est des gens qui essaient de racheter le plus bas possible pour revendre le plus haut possible. Concrètement, comment ça se passe ? Parce que vous avez entraîné une machine à reconnaître
des bijoux, mais il y a de multiples bijoux, évidemment, anciens, moins anciens, de multiples particuliers qui veulent vendre leur joaillerie. Comment la machine fonctionne? Vous avez mis presque 2 ans, je crois, à entraîner cette intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses. Nous, on a fait tout un travail de collecte de données. On a plus d'1 million de bijoux qui ont été analysés, sur lesquels on a classifié les différentes caractéristiques et on a obtenu un prix. Donc ça, c'est la base de travail de l'IA. Et il y a plusieurs volets. Donc rien que pour ça, sur la classification et la caractérisation de la base de données, on a utilisé de l'IA parce qu'on ne va pas le faire manuellement, ligne par ligne, pendant 1 million de fois. Donc sinon, ça nous prendrait 10 ans, j'en sais rien. Donc il y a cette première capacité à analyser un gros volume de données. Deuxièmement, il y a de la reconnaissance d'image, effectivement. Donc là, on a entraîné l'outil pour reconnaître les grands modèles de joaillerie. Donc dans l'outil d'estimation, on peut choisir, si vous nous dites je veux vendre un bijou signé, là l'outil va analyser la photo et ressortir les modèles les plus proches a priori, et donc en général ça marche plutôt bien, et donc il est capable de reconnaître le modèle et vous dire donc voilà, ça c'est un bracelet Cartier Love en or blanc sans diamant, et donc ça vaut tant d'euros. Et après, la dernière chose, c'est sur la partie non signée, comme je vous l'expliquais, c'est beaucoup plus compliqué, et donc là ça va dépendre plus de caractéristiques qui sont rentrées en dur. Donc on va quand même vous demander le poids du bijou, est-ce que c'est un diamant, etc. Les caractéristiques du diamant, si vous les avez. Et après, ça va recouper avec toute la base de données qu'on a via un système neuronal, en fait. Donc c'est de réseau neuronal. Donc ça va sortir un prix en fait sur cette base-là, et ça va regarder aussi la photo. Où la photo, l'idée, c'est de reproduire l'œil de l'expert, et l'IA va être capable de reconnaître que c'est un bijou d'époque Art déco, donc il va y avoir un premium sur son prix, donc on peut le vendre plus cher parce que c'est l'époque Art déco, c'était un travail artisanal, que la façon est très belle, et donc on peut le vendre plus cher. Est-ce que ça veut dire que l'œil de l'expert ne sera plus nécessaire bientôt, quand la machine sera bien entraînée, qu'elle aura vu des millions de photos? Moi, je suis convaincu que c'est un super outil pour donner des prix qui vont converger vers la réalité. Et nous, d'ailleurs, c'est déjà le cas sur notre outil. Notre experte qui regarde toutes les soumissions qu'on a, donc toutes les propositions de bijoux qu'on a, en fait, dans 80% des cas, elle n'a pas besoin de rectifier, de corriger le prix. Mais après, dans tous les cas, une fois que c'est vendu, pour que ce soit mis en vente, pour l'instant, on ne fonctionne que sur un principe de dépôt-vente. Donc, on récupère le bijou chez nous en physique, et donc on va l'expertiser réellement avant de le mettre en vente. Donc, on va quand même vérifier toutes les informations qui ont été données, parce que c'est un outil qui donne le prix en fonction des informations qui sont communiquées. Par le vendeur. Par le vendeur, voilà, et en fonction de l'image. Mais après, dans tous les cas, on ne passera jamais à côté de l'étape d'expertise physique, de vérification de la pierre, parce que les photos ne seront jamais d'assez bonne qualité pour pouvoir vérifier une pierre. Donc pour l'instant, finalement, tout particulier qui veut vendre un bijou, le jour, la nuit, met une photo et ça tourne tout seul. Et après, il faut quand même envoyer son bijou, et là, le rôle de l'expert humain intervient, où il y a quand même l'expert humain qui est constamment derrière cette IA, ou régulièrement, pour réajuster justement... Alors nous, on a sorti l'outil il y a 1 mois tout juste, donc après près de 2 ans de développement, mais on contrôle toujours toutes les estimations qui sont sorties par l'IA. Mais comme je vous disais, en général, dans 80% des cas, l'experte confirme le prix du bijou. Et par exemple, à titre d'exemple assez marrant, il y a une de nos clientes qui avait acheté sur notre plateforme il y a 1 an environ un bijou. Et donc on a sorti l'outil d'IA, elle l'a testé sur le bijou qu'elle avait acheté, et heureusement, l'IA a sorti exactement le même prix en fait auquel elle a acheté. Alors je ne dis pas que ça sera toujours le cas, mais ça a complètement marché sur ce cas-là. Et que faites-vous de la partie émotionnelle? C'était le bijou de mon arrière-grand-mère, voilà, tout ce côté très très personnel qui vaut quelquefois beaucoup plus que la valeur du produit.
Alors, la valeur émotionnelle, elle existe aux yeux du propriétaire, mais quand vous vendez un bien, au même titre que votre appartement, vous pouvez l'adorer, mais si vous le vendez au prix du marché. Et donc, c'est tout le rôle de l'IA, c'est vous donner le prix du marché. Et c'est vrai que Mais même si ça on le vend aux appartenait à votre enchères, grand-mère, si c'est une pièce de joaillerie voilà, très, très précieuse, plutôt que de la vendre aux enchères et d'espérer en tirer 3 fois le prix, que ça pourrait valoir par l'IA, est-ce que c'est la mort de la vente aux enchères? Comment ça se passe? Enfin, ou est-ce que vous vous occupez pas de cette partie-là du coup? si, nous, nos concurrents, c'est des maisons de vente aux enchères notamment. Mais pensez que vous allez pouvoir, le prix d'un bijou vendu aux enchères peut exploser. C'est plutôt une erreur. Parce qu'en fait, il faut voir comment se passe une vente aux enchères et à qui sont vendus les bijoux en vente aux enchères. Une vente aux enchères, il y a des frais vendeurs qui sont prélevés et le prix marteau qui est communiqué, dessus, il y a 30% qui est prélevé, qui est demandé à l'acheteur. Donc en fait, mécaniquement, ça veut dire quoi? En vente aux enchères, il y a à peu près une commission de 45% au total qui est prélevée sur le prix total du bijou. Donc pensez qu'on peut exploser les prix de vente en vente aux enchères, c'est pas forcément correct. Et le deuxième point, c'est qu'en vente aux enchères, les acteurs qui achètent là-bas, c'est soit des clients particuliers privés, mais qui sont extrêmement éduqués, qui connaissent très bien le marché et qui regardent exactement les prix, ou alors, et dans la plupart des cas, des professionnels qui achètent pour revendre à des clients particuliers. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez jamais faire des prix qui vont être exponentiels et qui vont aller au max, tout simplement parce que en fait, vous les vendez à des professionnels qui veulent les revendre. Et donc, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de... En général, nous, on vend plus cher qu'en maison de vente aux enchères sur le site 58 Facile. Comment vous expliquez ça? 2 points. Le fait qu'on a des frais plus faibles au total, que les maisons de vente. À nouveau, le plus 30% que le client ne touche pas en vente aux enchères, l'acheteur, lui, il les paye. Donc, il prend en compte ce prix-là quand il fait des enchères. Il va s'arrêter 30% plus bas que son vrai prix. Notre typologie de clients sur la plateforme, on vend à des particuliers, on est une marketplace, donc c'est tout le monde qui achète et c'est un service de luxe où voilà, on a vocation à vendre le bijou tel qu'il est, pour ce qu'il est, le valoriser au mieux. Et donc c'est très différent quand même d'un public ultra averti et de professionnels, même si on a des professionnels qui achètent parfois. Donc voilà. D'accord. Olivier Gézéquel, j'avais envie quand même de vous poser une question sur l'expérience aussi, l'expérience clientèle du client final. Alors, vous êtes dans la publicité, vous travaillez avec des photographes. Est-ce que l'intelligence artificielle n'aurait pas quelque chose à jouer là-dedans? Parce que, effectivement, on veut conserver dans la joaillerie de luxe les bons shootings, les bons photographes, la réalité. Est-ce qu'à ce moment-là, l'intelligence artificielle ne peut pas être utilisée après dans la continuité de l'expérience de la publicité ou par exemple sur les réseaux sociaux ou... Vous voulez dire en achat d'espace, en targeting des clients, etc. Oui, tout à fait. Alors si, certainement. Je pense que ça c'est un domaine d'expertise qui m'échappe un peu parce que c'est plus un truc d'agence média. Moi, je suis vraiment faiseur d'images. Mais oui, clairement, je pense que l'IA va pouvoir aider à targeter, à vendre au meilleur prix l'espace publicitaire, à aller chercher l'audience niche spécifiée pour répondre un peu au prisme de mon expertise à moi. On voit qu'effectivement, on fait des contenus qui sont de plus en plus segmentés en fonction des tranches d'audience. Et certainement, c'est pour répondre à des problématiques que les annonceurs ont à ce niveau-là. Alors justement, ça c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup depuis ce matin de la personnalisation et presque du one-to-one. En termes de grandes campagnes de communication, on n'en est pas là, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite à ce niveau-là et qui pourrait peut-être être juste sur la partie, encore une fois, réseaux sociaux ou Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Y a des volontés d'aller vers ça. Après, il ne faut pas oublier que quand on prend la parole, quand on est une grande marque et qu'on prend la parole à une audience globale,
On segmente en fonction de certains aspects géographiques, ethniques, etc. Mais quelque part, on essaye d'attirer l'attention et de générer la plus grosse communauté potentielle. Donc on n'est pas non plus dans le one-to-one quand on est dans une communication visuelle comme ça. On est plutôt à dire, moi j'existe avec telle réalité, venez vers moi. Et il y a une posture de je suis un relais et un beacon. Mais oui, j'imagine que en digital, il y a une volonté aussi, et notamment sur TikTok, d'aller engager d'une manière un peu différente avec les consommateurs. Alors ça sort un peu de l'IA, de l'expertise de l'IA. Je ne suis pas sûr que l'IA ait trop sa place encore là-dedans. Mais pour travailler avec des grandes marques, on peut très bien faire une grosse campagne produit d'une bague et avoir des réflexions de comment faire du contenu TikTok qui sera un peu plus dédié en fonction de différentes audiences. Donc là, c'est les deux. Vous travaillez là-dessus, justement, sur les contenus Ouais, complètement, bien sûr. sur les réseaux sociaux. Ouais. Et là, vous utilisez l'intelligence artificielle peut-être un peu plus alors? Pas nécessairement. Non. En termes de production de contenu, pas nécessairement. D'accord. Ouais, après, l'IA est un peu partout, donc on peut pousser la logique de l'IA. Est-ce que l'IA commence par le filtre Instagram qu'on met sur une image pour la rendre plus jolie? Oui. C'est-à-dire que l'IA, en fait, elle est dans notre quotidien, en tout cas moi, dans la partie image, depuis longtemps. Je ne sais pas si il y a des fans de photos ou d'images dans la pièce, mais il y a une marque d'appareil photo qui est Fujifilm, qui a tiré son épingle du jeu, et notamment, ils vendent la science des couleurs, etc. C'est de l'IA, en fait. C'est juste du filtre appliqué immédiatement à la prise de vue, et c'est des processeurs qui sont générés et boostés par l'IA. Donc oui, l'IA de plus en plus rentre dans nos processus sans le savoir nécessairement. Et Photoshop existe depuis 30 ans maintenant. Est-ce que ce n'est pas les prémices de l'IA? On est déjà en train de faire travailler la machine sur une réalité qu'on va percevoir par la fin. Donc l'IA a accéléré ces derniers temps, mais elle est déjà présente, elle a été présente depuis quelques années déjà sans qu'on s'en rende compte. Là maintenant, ça devient une révolution publique, mais chez les professionnels, elle est déjà, sans se nommer, présente. Tout à fait. On va parler maintenant de développement durable, d'empreinte environnementale, de l'intelligence artificielle. On ne peut pas passer à côté de cette question, sachant qu'on sait que l'intelligence artificielle est extrêmement énergivore. Alors, on n'en parle pas beaucoup. On est tous sous le charme de l'intelligence artificielle. On a tous envie d'utiliser toute la journée l'intelligence artificielle, au moins de s'essayer à ça. Et puis vous, c'est votre quotidien. Est-ce que vous pensez à ces questions-là ou pour l'instant, non, on est dans la surexcitation de l'intelligence artificielle et tant pis pour l'environnement? Ou comment l'intelligence artificielle, à ce moment-là, peut-être améliorer d'autres pans de l'environnement et ça pourrait éventuellement compenser? Alors, je continue, moi, sur ma lancée. Sur les productions films, notamment, et en photo, on a un outil qu'on a mis en place avec plusieurs professionnels qui s'appelle Carbon Clap. Et en fait, tous mes producteurs, quand on fait un film, à la fin, on répond à un questionnaire qui nous fait un bilan carbone. Ça nous permet de calculer le montant, le volume de CO2 qu'on a dégagé à travers cette activité-là. Et donc, on a des solutions de contribution carbone avec des fondations. Notamment, nous, on est partenaire chez LGA Management avec la fondation Good Planet. Et à travers Carbon Clap, on calcule un taux de CO2 qu'on a généré. Et ça fait par tonne de CO2, il y a un montant qui est calculé. Et on reverse ce montant à la fondation Good Planet qui, elle, va mettre en place des actions qui captent du carbone. Donc, planter des arbres, par exemple. Exactement. Mais pas que. Voilà. Et en fait, virtuellement, on tend vers un CO2, enfin des shoots et des prises de vue qui sont carbone free. Et j'ai vu notamment que l'IA allait générer énormément de carbone. Donc ça, c'est une question qui est légitime. Après, en termes de logistique, ça, je ne suis pas expert, mais sur la partie prise de vue, c'est vrai que pour l'instant, on génère énormément de CO2, mais on a mis en place, les outils sont déjà effectifs et existants. Il y a une vraie opacité en utilisation d'IA sur ce domaine-là. Est-ce que vous communiquez là-dessus? Parce qu'on n'est pas trop au courant. On se dit, ils continuent à faire des shootings, à traverser la planète en avion pour aller. Mais finalement, pourquoi vous ne communiquez pas? Alors, ça a beaucoup évolué. Moi, je communique en B2B. Mes clients, ils le savent. Après, c'est effectivement pas nécessairement des choses où il y a un intérêt quelconque à communiquer sur le grand public sur ça. Mais d'un point de vue B2B, oui, complètement, on communique là-dessus. Et ça fait, c'est des plus ventes pour nous.
Les grands groupes sont très sensibles à ces questions-là. Et c'est certainement aussi pourquoi ces outils ont été mis en place de manière très active et très dynamique depuis ces dernières années. Alors, c'est mis en place par LGA Management. Est-ce que vous avez aussi écho que toutes ces précautions sont mises en place aussi par vos clients, les marques? Alors oui, par mes clients et par mes concurrents, il y a une association qui s'appelle EcoProd, donc tous les producteurs de films et photos groupés, et donc c'est un label. Et les clients, oui, alors chaque client voit midi à sa porte. Ils ont chacun leur politique, leur manière de communiquer là-dessus. Après, il y a évidemment le risque du greenwashing en permanence, donc on ne va pas se mentir, mais quand même, la tendance globale est à la réduction des émissions de CO2 à travers les activités pro de chacun. Et on en a conscience et on les a mises en place. Alors, je ne suis pas sûr que les marques le communiquent réellement parce que c'est un sujet qui est très délicat. Dès qu'on commence à communiquer là-dessus, on a une horde de backslash qui vient et dès qu'il y a un micro-erreur irréprochable. Et dans ce genre de discours, c'est difficile de l'être parce que ne serait-ce que de se déplacer au quotidien, on n'est pas carbon free, donc on est déjà dans le paradoxe, quoi. Frédéric, vous vouliez intervenir? Oui, moi je voulais juste rajouter, nous comme on s'appuie énormément aussi sur les photographes, on a besoin des photographes, nous on a fait justement un partenariat avec pas mal de photographes dans le monde entier pour éviter justement qu'il y ait ces déplacements et comme ça au moins on peut dire à chaque client on a en fait un partenaire photographe à tel endroit pour baisser et le fait aussi que nous déjà on baisse du fait que il n'y a pas de retour client, on peut dire jusqu'à 30%. Donc il y a 30% de réduction au moins de réduction de CO2 en utilisant notre solution. Donc voilà comment, en tout cas, on dit que oui, d'un côté, c'est vrai qu'on utilise l'IA, mais d'un autre côté, on permet aussi une réduction. Donc ça s'équilibre. Et Voilà. alors c'est précis aussi, c'est comptabilisé, enfin c'est compté par un logiciel comme le fait LGA Management. Vous savez exactement combien vous polluez? Alors nous, c'est surtout par rapport au retour. Il faut savoir que une boutique en ligne a à peu près 30% de retour client. Donc nous, vu qu'on arrive à peu près à éviter ces 30%, c'est pour ça qu'on dit qu'on jusqu'à 30%, on peut en effet avoir cette diminution. Oui, il y a aussi cette problématique Voilà. de retour client. Exactement. Et de déplacement des photographes. Voilà. D'accord. Peut-être, oui, vous voudriez intervenir? Non, je voulais juste continuer la réponse de tout à l'heure, vous m'avez fait avec les étudiants par rapport à tout ça. Moi, je sais pas forcément les étudiants, mais c'est des jeunes gens qui étaient assistants d'artistes contemporains et qui travaillaient avec l'IA. Et donc, l'artiste leur dit on va faire de l'IA, on va travailler sur l'IA. Et ils étaient très, très, très réfractaires à tout ça. Et elle s'est aperçue en les boostant et en leur imposant un travail sur les IA, que c'était un problème d'écriture en fait. D'abord, il y avait deux problèmes. Il y a un problème d'écriture et un problème d'enseignants qui aussi n'étaient pas très au courant de tout ça. Et leur disaient attention, l'IA, ça va bouffer votre métier et tout ça. Et donc au bout d'une semaine où ils ont fait de l'IA tous ensemble là-dessus, et elle a créé une espèce d'école au sein de ses assistants. Et j'ai vu les projets étaient plutôt intéressants, mais ils sont frottés à cette histoire d'écriture, c'est-à-dire ils ont eu beaucoup de mal à faire fonctionner les prompts. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la satisfaction et ce que je vous avais dit tout à l'heure sur value, quand on met le casque et on met le point dans le cercle et tout ça, on ne met pas du tout avec son cerveau le point dans le cercle, c'est simplement pour calculer la satisfaction du dispositif. Et je pense que les IA, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est notre satisfaction ou notre dissatisfaction, nos désirs, nos rêves, et le manipulateur, l'opérateur de l'IA fonctionne là-dessus. Et donc ce travail, c'est aussi nous fabriquer des images qu'on n'a pas vues en fait. Donc ça va nous montrer des choses, je parlais d'isréalité tout à l'heure, mais c'est ça. Et ce que Madame Grégory Chetonsky, j'ai produit avec lui une des premières commandes publiques en IA dans le territoire basque pyrénéen à Ostabat. Et il a pris des photos et après il a travaillé l'IA pour demander un off à ces images. C'est-à-dire que l'IA était dans le monde entier pour trouver des photos
des images, qui allait créer le off de ces images et de ce territoire. Et il a créé un territoire qui est un territoire qui sera dans 50 ans ou 100 ans, qu'est-ce que sera ces territoires-là. Et ce qui était comme la photographie au 19e siècle, les gens, pourquoi ça fonctionnait, le public? Parce qu'ils se reconnaissaient un peu dedans. C'est-à-dire que c'était une irréalité, mais ils se reconnaissaient, donc ça devenait une réalité. Donc c'est aussi par ça, et par rapport, très en avance. oui, et par rapport aux bijoux et par rapport à ce qu'on peut créer comme ça, c'est parce qu'on se reconnaît dedans, quoi. Ouais. Voilà. Amine, pour revenir aux questions environnementales, est-ce que l'intelligence artificielle vous permet de gâcher moins de matière, par exemple? Nous, on n'utilise pas vraiment Non, mais l'intelligence la artificielle dans ce cas-là. vous parliez de la production, peut-être vous produisez moins les prototypes en vrai? C'est vrai qu'à un moment, on peut, avec la notion de rapidité. Après, nous, on ne peut pas vraiment calculer le bilan carbone parce que les IA, et je dis pas que. Enfin, on a dit qu'il avait 30% de réduction d'émissions carbone, mais est-ce qu'on comptabilise parce que maintenant, les IA, il faut des serveurs énormes, il faut des milliers, des millions de serveurs et qui sont super, qui consomment beaucoup d'énergie. Du coup, je ne sais pas si c'est comptabilisé aussi et est-ce que cette émission carbone, elle est comptabilisée dans les chiffres? Est-ce que vous avez l'impression, dans le milieu de la joaillerie, qu'on n'y pense pas trop, justement? Il y a beaucoup de certifications aujourd'hui dans la joaillerie, comme le RJC, des choses comme ça qui nous obligent à y penser et à regarder toutes ces choses, mais c'est plus sur l'éthique, sur la provenance des matériaux, sur des choses comme ça. Après, sur la consommation d'énergie, je ne suis pas sûr. Alors peut-être qu'on va parler à l'avocat de la table ronde. Yvon, est-ce qu'il y a une réflexion juridique à ce niveau-là pour essayer de limiter quand même l'effet néfaste, on va dire, presque le seul effet néfaste de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'impact environnemental? Est-ce qu'on y réfléchit en termes juridiques? Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas, concernant l'environnement, il n'y a pas de loi spécifique à l'IA, mais on a une loi qui date de 2023 et qui impose ce qu'on appelle la sobriété numérique. Donc, limiter l'utilisation des serveurs qui chauffent beaucoup, taxer ceux qui en abusent. Voilà. Donc, il y a deux pôles par rapport au numérique. Il y a les infrastructures, donc notamment les serveurs, et ensuite l'activité. Donc, limiter l'utilisation de tout ce qui relève du numérique et donc il y a un impact. Il y a des lois qui régissent ça? Il y a une loi. Une loi, et Oui. donc ça veut dire que toutes les entreprises aujourd'hui sont censées se conformer à cette loi. D'accord. Voilà. Et en termes plus général, quels sont les défis juridiques justement de l'intelligence artificielle? Ce matin, on disait peut-être que le monde de demain, avec l'intelligence artificielle, c'est le monde qui va être régi par la loi. En réalité, l'intelligence régie par la loi. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, j'ai un double point de vue. Un point de vue qui est, je dirais, philosophique. En général, dès qu'il y a quelque chose de nouveau en technologie, on est convaincu que la loi est complètement dépassée, qu'on est dans un univers sans loi. Et qu'en réalité, il y a beaucoup de textes actuels qui sont applicables aux questions de l'IA. Par exemple oui, le RGPD, mais c'est déjà du numérique. Mais je peux remonter plus loin. Droit à l'image. On parlait droit à l'image, 1970. On parlait de création de bijoux, 1957. Les droits d'auteur? Droits d'auteur, tout à fait, qui s'adaptent toujours aux nouvelles technologies. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, en réalité, il y a un texte européen qui est adopté par rapport à l'IA, mais ce texte porte surtout sur les effets néfastes, sur la responsabilité. Oui, alors c'est l'IA Act, c'est à ça que vous faites allusion, voilà. Qui a été signé le mois dernier en Europe. Cet IA Act, il se focalise sur quoi essentiellement? Sur la responsabilisation
des propriétaires de systèmes d'intelligence artificielle. Voilà. Il y a des intelligences artificielles à très haut risque, il y en a à haut risque, et puis il y en a à risque plus ou moins limité. Et donc, l'idée, c'est de responsabiliser tous ceux qui utilisent ce genre de système. Voilà, tout à l'heure, on parlait de données. On peut avoir des données qui sont particulièrement sensibles, qui vont être exploitées par une IA. Et donc là, on va exiger que l'éditeur ou le responsable de ce système d'IA apporte un maximum de sécurité. Ça veut dire quoi, un maximum de sécurité? Qu'est-ce qu'on exige en fait des utilisateurs de l'IA? Parce que c'est assez vaste. Est-ce que l'IA Act a mis des points un peu précis sur les images qui entrent, les images qui sortent, les droits d'auteur? Comment on peut légiférer? En réalité, pour le droit d'auteur, les textes qui existent sont déjà appliqués. Donc ça ne fait pas partie de l'IA Act. Ce qui s'ajoute, c'est la question de ce qu'on appelle la fouille des données. L'IA Act va entrer dans une base de données, pas l'IA Act, pardon, un système d'IA peut entrer dans une base de données, récupérer des données qui en réalité constituent des créations protégées. Et donc, l'idée, c'est que cela se fasse avec ce qu'on appelle une possibilité d'opt-out. Je suis titulaire de droit et je vais pouvoir dire je ne veux pas que vous accédiez à telle et telle de mes créations. Voilà. Comment vous expliquez que certaines grandes marques aient finalement instauré leur propre intelligence artificielle interne, qui utilise uniquement leurs données internes par peur de partager avec les autres, ou en tout cas d'utiliser aussi les informations, les données du grand public? Pourquoi ils se protègent comme ça? Est-ce que, puisque vous dites que finalement il y a déjà des lois qui régissent les droits d'auteur, les droits à l'image, qu'est-ce qui leur fait peur à votre avis? Il y a deux choses. La première chose, c'est éviter que mes propres créations ne soient pillées. Et la deuxième, c'est éviter qu'on m'accuse, moi, de piller les créations d'autrui. C'est ce qui peut expliquer cette démarche-là. Et là, ce sera régi par la loi, les lois qui existent déjà. Mais... Application des lois qui existent déjà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde. On va passer maintenant la parole à la salle pour quelques questions aux étudiants. Alors, déjà, vous pouvez applaudir nos intervenants. Pour ce partage. Peut-être avez-vous des questions? J'imagine oui. Levez la main et je vous donne le micro. Est-ce que vous avez des questions à poser sur les bijoux créés par l'intelligence artificielle? La baisse des coûts, les droits d'auteur? Présentez-vous et posez votre question bien fort. Bonjour, je suis Faustine. Juste savoir le nom de l'application pour reconnaître un bijou, pour avoir un peu la valeur du bijou. Je trouve ça très intéressant. Voilà, merci. Merci. Alors pour l'instant, c'est sur le web. Donc c'est 58 facettes. 58 facettes au pluriel. Donc si tu tapes 58 facettes, tu pourras accéder au site et puis tu cliques sur vendre un bijou et tu utilises l'outil. Et on travaille sur le développement d'une app justement iOS et Android pour que, après d'un point de vue UX, expérience utilisateur, tout soit nickel et que ce soit plus simple pour nous retrouver. C'est gratuit? C'est gratuit, voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. D'autres questions, mesdames et messieurs? Monsieur? Du coup, j'avais une question. Dans la joaillerie, le storytelling est très important. Est-ce que il n'y a pas une crainte par rapport à ça, que ça freine énormément par rapport à l'expérience client, les achats? Alors, ouais, c'est vrai que le storytelling, c'est très important. Et moi, c'est vrai que moi aussi, j'utilise pas mal l'IA ChatGPT spécifiquement pour le storytelling, mais
vraiment, je la brief à fond, quoi. Je la mène de bout en bout. Je fais une première ébauche sur le thème que j'ai envie qu'il raconte. Et puis je lui dis, là, on va changer ça, on va adapter ça, on va plus faire ça comme ça dans mon style. Enfin, voilà, quoi. C'est toujours une question de savoir amener l'IA à ce que l'on veut. On pourrait envoyer dès le premier prompt un storytelling qui est plutôt pas mal, je dirais. Maintenant, les IA, elles sont vraiment assez fortes là-dessus. Mais moi, j'aime bien remanier le storytelling à chaque fois pour essayer de l'adapter à notre propre style, quoi. Voilà. Club du luxe. Bonjour, moi je suis Amy. Alexis, j'ai une question. On a eu l'occasion d'échanger lors d'une interview pour le Club Luxe. Mais est-ce que l'intelligence artificielle utilisée par 58 facettes va pouvoir me dire, par exemple, si j'ai un bijou qui est contrefait, est-ce qu'elle va pouvoir me l'indiquer? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Non, là-dessus, on ne l'utilise pas pour le contrôle et l'expertise des contrefaçons. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que tous les bijoux, après, passent chez nous physiquement pour expertise et certification. Et donc, c'est là où on va vérifier que ce n'est pas une contrefaçon, que c'est vraiment de l'or, que c'est un vrai diamant, etc. Et donc là, ça passe par un humain. Maintenant, dans le futur, envisager qu'une IA puisse contrôler une partie des contrefaçons. Tout est une question en fait, de statistiques et de volume. Oui, clairement, il y a beaucoup d'applications possibles. Pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore entraîné là-dessus et on a beaucoup d'autres points, des chantiers pour améliorer notre IA. Et dans tous les cas, comme on récupère à chaque fois les bijoux physiquement, ce n'est pas dans nos priorités. Mais clairement, avec la computer vision, et des photos qui soient de qualité, on pourra y arriver. Le souci qu'on a, c'est qu'on est une marketplace, plateforme C2C, donc n'importe qui prend n'importe quelle photo, et en moyenne, la qualité des photos qu'on reçoit dans l'IA, elles sont assez mauvaises, parce que les gens les prennent à l'arrache. Mais en revanche, sur des photos qui sont bien prises, avec bien nettes, avec un objectif macro potentiellement, oui, on pourra y arriver. Dans la majorité des cas, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui sont... il y a tout type de qualité de contrefaçon, des contrefaçons qui sont très mauvaises et des contrefaçons qui sont très bonnes, et tout entre les deux. Et du coup, se dire qu'on peut contrôler et sortir au moins 80% des contrefaçons sur le marché de manière automatique, je pense qu'on y arrivera clairement. Merci. Merci pour votre intervention. D'autres questions, mesdames et messieurs? Monsieur. Présentez-vous et parlez bien fort. Alors, Allô. Je m'appelle Mike et j'ai une question surtout en ce qui concerne l'horlogerie. Avec la crise du quartz, on a perdu énormément de techniques et je voudrais savoir si avec les différentes IA que vous avez énoncées, est-ce que on pourrait retrouver grâce à certaines IA des façons de faire et des techniques qui ont été oubliées ou perdues? Alors moi, je suis pas spécialisé dans l'horlogerie, mais je sais pas ce que vous entendez par des technologies perdues. Je sais, il y a sûrement des savoir-faire qui ont été perdus un petit peu, mais on a toujours des grands maîtres horlogers qui savent faire exactement ce qui était fait il y a une centaine d'années ou pas. Les Suisses, il y a les Mickey Eletta, je sais pas si vous connaissez, c'est un des plus grands horlogers aujourd'hui au monde. Il crée des objets horlogers magnifiques, quoi. Donc je sais pas vraiment si l'IA elle pourra nous aider à récupérer des savoir-faire qu'on a oubliés, mais possiblement, voilà. Merci pour votre réponse. Encore une dernière question, profitez-en, nos experts vont partir. Certains vont rester tout de même. Eh bien, merci mesdames et messieurs pour vos interventions brillantes.
une petite pause et nous allons passer au Club Luxe. Et vous allez à nouveau découvrir des résultats très intéressants des études menées autour de l'intelligence artificielle